Sur les quais du Rhône, il existe un rendez-vous que les Finbec ne manqueraient pour rien au monde. C'est l'odeur qui attire pendant qu'on fait le marché. On attend pour pouvoir se régaler après avec les enfants et perpétuer la tradition des grands-mères. La tradition du dimanche midi et son poulet rôti. On sort de la messe, là, vous voyez. Et du coup, comme ça, on arrive, le plat est chaud. Par contre, monsieur, là, que ça sera juste derrière. Ici, c'est le meilleur poulet. J'ai vu le monde, j'ai fait oula. Mais moi, j'aurais tout là. On vient de faire 3 heures de marche et on a faim et l'odeur nous fait bien envie. Du jus avec. Et chacun a son morceau préféré. J'aime bien le blanc. Moi, c'est la cuisse. Le blanc. Sa peau un peu craquante et la chair tendre, je dirais. Dans le four et c'est parti. C'est un bon dimanche. Au revoir, messieurs. Alors que les Français réduisent leur consommation de viande, moins 12% en moyenne en 10 ans, le poulet, lui, a la cote. C'est même la viande la plus consommée dans le monde, car il a l'image d'une viande saine, bonne pour la santé et facile à réinterpréter dans tout type de cuisine. Asiatique, traditionnelle brasserie, en salade, en sandwich. Alors qu'autrefois c'était un plat de luxe, réservé au repas du dimanche en famille, aujourd'hui c'est une viande passe-partout et très économique. On en mange en moyenne 25 kilos par an, 2 fois plus qu'en 1970. Ça, c'est un bon poulet avec des belles cuisses où il y a à manger après, quoi. En magasin, on le retrouve entier avec des promesses de qualité, plein air, fermier, label rouge, autour de 12 € le kilo. Ce qui commence à ressembler à ce que nous on appelle une arnaque sur l'étiquette. Mais les moins chers sont à moins de 4 € le kilo. Pour offrir dans le commerce du poulet à bas prix, la manière de l'élever est rationalisée à l'extrême. Pour être efficace, c'est la bonne taille pour un élevage. Et ce poulet, nous le consommons le plus souvent à notre insu. Les batteries sur une vingtaine de jours. Est-ce sans risque? Cette viande est-elle vraiment meilleure pour notre santé? À Paris, dans le 18e arrondissement, au sommet de la butte Montmartre, un chef de renom a fait un choix étonnant. Dédier toute sa carte à ce seul ingrédient, véritable incontournable de la gastronomie. C'est pas beau, ça? Alors, là, j'ai sorti mes volailles du jour. Là, c'est un coq de Barbezieux. Là, c'est une volaille landaise. Et ça, c'est une chaland. Sous la peau, il y a une légère couche de gras. Pendant la cuisson, eh bien, cette volaille lâche ce gras et rentre dans la chair et à ce moment-là, donc, donne du tendre, donne du goûteux. Je suis bien triste de me dire qu'il y a tellement de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une vraie volaille et qui mangent des volailles où les chairs fondent dans la bouche, où on a l'impression que c'est ça, un vrai poulet. Non, un vrai poulet, il faut mâcher. C'est pas du tout pareil. Et ça a du goût et puis la récompense est là. Et pour sublimer la chair de son poulet d'exception, l'ancien chef 3 étoiles a mis au point une cuisson en 2 temps. Sa signature. Et bien maintenant, je vais la plonger dans un bon bouillon qui a bu quelques légumes. Le bouillon du dimanche soir, quand on a trop bu le week-end, un bon petit bouillon de volaille. Il y a des carottes, du poireau, une feuille de laurier, un peu de clou de girofle. Un peu de chaque, ce que vous avez sous la main, un tout petit peu, dosé en petite quantité. Il faut que rien ne domine. Après 25 minutes de pochage, sa volaille va encore être cuite à la broche pendant cette fois 35 minutes. Vous voyez, ça commence déjà à caraméliser et c'est ça qui va donner le jus. Une cuisson qui vous coûtera de 18 € pour le midi à 120 € pour les volailles les plus rares. En salle, même à ces prix-là, les clients se pressent pour goûter ce fameux poulet rôti. Toutes les occasions sont bonnes. Marguerite a 7 ans aujourd'hui. Parmi les festivités du jour, on rate la cantine et on vient dans son restaurant préféré. C'est meilleur que la cantine? Oui, beaucoup plus.
Oh, il y a beaucoup d'herbes et c'est très fondant. C'est vraiment délicieux, comme à Thanksgiving. Très très bon. Le poulet, c'est des souvenirs d'enfance. Hein. C'est aussi, on mange ça en famille avec des frites, macaroni gratin, des petits légumes sautés au beurre, puis bien sûr la fameuse salade verte. Et puis ça produit de partage. C'est pour toi la salade verte. Oui, j'ai vu. Mais si la cuisson signature d'Antoine Westermann fait fondre ses clients, un bon poulet rôti, c'est avant tout une volaille bien élevée. Chaque mois, le chef réalise un tour de France à la recherche de volailles d'exception. Ce jour-là, il rend visite à Philippe et Elsa. Bonjour Antoine. Comment on va? Bonjour. Nous, on s'embrasse. Heureux de vous voir. Vous avez fait bonne route? Très bonne. Tu regardes Ce couple est à la tête de la ferme de Tauziette, en pleine campagne bordelaise. Ils élèvent leurs poulets au grand air, et cela nécessite beaucoup de précautions. Donc contre les prédateurs, on a rajouté un grillage souterrain qui ne puisse pas creuser et passer par-dessous parce qu'ils sont malins. Si on n'avait pas la clôture ici électrique, ils sont capables de tout arracher là. Donc moi je fais le tour au moins 3 fois par semaine. Mon passage suffit avec l'odeur pour pas qu'ils approchent. Bonjour les filles. On tient toujours à ce qu'il y ait toujours de l'herbe pour qu'ils puissent gratter, manger. Bonjour. Elsa et Philippe travaillent à l'ancienne. On vous dérange. Ils élèvent leurs poulets dans des cabanes en bois qu'ils peuvent déplacer afin que leur protégé ait toujours de l'herbe fraîche. Vous voulez pas sortir ce matin, il fait froid? Nous, on se donne obligatoirement un délai de minimum 2 mois de jachère, le temps que ça repousse, que l'herbe commence à reverdir, etc., avant de mettre d'autres animaux. Et s'il y met un tel point d'honneur, c'est parce que leurs volailles passent toute leur journée à picorer dans la nature. Elles ont de l'espace. En moyenne, chaque volatile dispose ici d'une surface à faire pâlir n'importe quel étudiant. 40 mètres carrés. Et ça, c'est génial quand tu es cuisinier de savoir que au bas de la barrière, où tout commence, eh bien, c'est fait avec sérieux et amour, quoi. Voilà, avec passion. Elles aiment bien chercher, gratter. Il y a des insectes ici dans les rainures et c'est source de protéines et ça amène aussi un petit goût voilà, de terroir. Ce petit goût de terroir, Elsa et Philippe l'entretiennent. Le couple nourrit ses bêtes uniquement au grain de maïs, broyé par leurs soins. On va chercher le maïs à 5 km d'ici, c'est du maïs entier. Donc c'est un producteur bio, il ne te fait pas de traitement. Philippe a fait un choix rare, celui de nourrir exclusivement ses bêtes avec du maïs. Donc voilà, le maïs broyé. Nous, on a choisi de tout faire nous-mêmes. Pourquoi? Pour maîtriser toute la chaîne. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises. Voilà. Ces poulets élevés en plein air et nourris au maïs bio grandissent lentement, à leur rythme. Ils vivront au total 180 jours. 5 fois plus longtemps qu'en industrie, où le plus souvent, les poulets ne sont élevés que 35 jours. Conséquence, ces poulets de 180 jours sont 5 fois plus chers aussi. 25 € le kilo. Mais cet élevage est une exception. En réalité, la majorité des poulets que l'on mange sont issus d'un élevage en bâtiment dit intensif. Un paradoxe, alors que les consommateurs se disent défavorables à cette pratique. On ne va pas vous le cacher, se faire ouvrir les portes d'un élevage industriel n'a pas été facile. Bonjour et bienvenue, veuillez ne pas quitter. Nous avons contacté les plus grands groupes, LDC, Sanders, Euralis, Triscalia, des groupes qui élèvent des millions de poulets par an, mais aucune de nos demandes de tournage n'a abouti. Seuls des éleveurs indépendants ont accepté de nous répondre.
comme ici, en Alsace. Chaque matin, Eric Gallman doit s'équiper. Pas question de garder la même tenue pour rendre visite à ses poulets. On va tremper les bottes pour les désinfecter avant d'aller dans le bâtiment. Ces poulets ne sortent jamais. Alors pour éviter qu'ils ne tombent malades, l'éleveur doit assurer un environnement sanitaire digne d'un hôpital. On fait des allers-retours, on vérifie le bon fonctionnement, on vérifie aussi, ça arrive, hein, il y a un certain pourcentage de mortalité, on ramasse les morts. Maintenant, c'est pas systématique tous les jours, on les préfère comme ça. Hein. Aujourd'hui, 8 poulets sur 10 produits en France proviennent d'un élevage en bâtiment, entièrement clos. Ça gambade, ça mange, ça boit, ça se repose, ça digère. Finalement, ils arrivent bien à remplir leur journée. Hein. Mais grand luxe, et ce n'est pas toujours le cas. Et là, au moins, le poulet, il voit la lumière du jour. Et c'était une de mes critères en avant par rapport à la construction des bâtiments. C'est pour ça que mes 3 bâtiments sont dotés de fenêtres pour que le poussin ressent quand même la lumière du jour. Et l'air pur est garanti grâce à une ventilation dernier cri. Mais élevage industriel oblige, les poulets sont environ 19 par mètre carré. C'est beaucoup. La réglementation européenne autorise un maximum de 22 poulets par mètre carré. Pourtant, dans cet univers concentré, l'éleveur l'affirme, pas de recours aux antibiotiques. Ramasser quelques-uns pour faire une petite pesée, donc voilà. C'est 10. Je vérifie bien que la tare elle est bonne, je les mets dans le seau. 410. Allez, voilà. Alors, on est le 16e jour. En moyenne, ils doivent avoir 392 grammes. Ils ont 410, donc ça prouve bien que, voilà, ils ont une légère avance, mais c'est tout à fait normal. Eric Gallman est dans un circuit très balisé. Il suit les courbes de croissance établies par son fournisseur de poussins. Il a 3 bâtiments, avec des poulets de différents âges. Il achète tout fait, leur aliment à un gros fournisseur. Celui-ci tombe directement dans les mangeoires. À l'intérieur, on y retrouve ce maïs qui rend la viande tendre. Mais cette fois, il est mélangé avec une céréale moins chère comme le blé. Seulement, ce blé a un petit inconvénient pour nous, celui d'assécher la viande. Il y a aussi du soja génétiquement modifié, car là aussi c'est moins cher. Toujours dans cette logique de coût. Ces poulets seront envoyés à l'abattoir après 50 jours de vie dans ce bâtiment. 3 fois moins de temps que pour les poulets de notre chef. Le tout pour 8 € du kilo. Et c'est mathématique, 3 fois moins cher. Mais tous les élevages industriels sont-ils aussi exemplaires ? Les associations antispécistes ont un autre point de vue. Sur Internet, elles multiplient leurs vidéochocs. Selon les militants, ces accidents d'élevage représenteraient 20 à 30% des élevages dits industriels en France. Et la cause serait toute trouvée, la génétique. Mais alors, de quoi s'agit-il ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au sortir de la guerre, la France comportait encore majoritairement des élevages d'appoint, où les poulets étaient élevés en semi-liberté et finissaient dans l'assiette de leur éleveur. Mais les scientifiques ont tout changé. En croisant la génétique des poulets, ils parviennent à obtenir une poule de 1,5 kg avec beaucoup de viande en un temps record, 35 jours. C'est 3 fois plus rapide. Le poulet industriel est né. Et c'est aujourd'hui ce poulet à croissance rapide qui finit dans notre assiette le plus souvent. À l'INRAE de Tours, l'une des spécialistes mondiales de ce poulet à croissance rapide s'appelle Cécile Berry. Son credo, étudier la qualité de la viande. On découpe des petits parallélépipèdes, 1 cm de section.
C'est sur ces morceaux que l'on va évaluer la dureté de la viande. On essaie de comprendre quelle stratégie pourrait favoriser la production de viande tendre. On essaie aussi de comprendre quel type génétique a une viande plus tendre qu'une autre. Si les recherches des scientifiques ont permis de démocratiser la viande de poulet, elles ont également généré certaines dérives, notamment dans les filières les plus intensives. Vous pouvez voir ici, le tissu se tient bien, on peut voir ici les fibres du muscle. Et en fait, certains filets, on a un petit peu une dissociation de ces fibres, un peu qui partent d'où le terme muscle spaghetti. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces muscles, on avait une partie des fibres musculaires qui étaient remplacées par d'autres tissus, notamment des lipides qui entourent ces fibres. Du gras. Voilà, donc en fait, il y a un peu une modification de la composition de ces muscles qui fait que leur qualité, au final, est très dégradée. Plus le poulet va grandir rapidement, va avoir des rendements en muscles élevés et va être abattu à un poids élevé, plus il aura de risques à avoir ce type de défaut. Blanc de poulet spaghetti et accidents d'élevage dans les filières de production les plus intensives, tel est le prix caché de la viande star de nos assiettes. Mais au cours de notre enquête, nous allons découvrir que les industriels ne sont pas les seuls fautifs. Nous, consommateurs, avons aussi une part de responsabilité dans cette évolution. C'est en Alsace que va avoir lieu notre prise de conscience. Là où le plus grand abattoir de la région a accepté de nous montrer l'envers du décor. Bruno Sibert en est le patron. Tous les jours, il reçoit de son réseau d'éleveurs 20 000 poulets. C'est des jolis poulets quand même, hein. Regardez ça. Là, vous avez tous les calibrés qui vont donc être bridés et vendus en entier. Mais aujourd'hui, le poulet entier ne représente que 15% du marché. Nous sommes devenus des consommateurs feignants. Et nous achetons désormais des morceaux prédécoupés, rapides à cuisiner. L'abattoir a dû s'adapter à cette nouvelle demande du marché. Donc on va d'abord faire les ailes, ensuite on va aller plus loin pour séparer le coffre, la poitrine de la culotte, des cuisses. Le blanc qui finira en barquette. Les opérateurs ils sont en train de séparer le peu de graisse qui reste pour que l'escalope soit blanche. Avant c'était un poulet entier comme on connaissait à la campagne. Chaque morceau a droit à un traitement spécifique. Une machine va désosser la cuisse gauche et l'autre machine la cuisse droite. Quand on compare aujourd'hui l'os prélevé automatiquement, pratiquement la main de l'homme n'arrivera pas à faire ça en continu, c'est pas possible. Puis vous avez beaucoup de clients maintenant qui veulent de la matière sans os. On donne le choix aux consommateurs, c'est l'avantage. Et comme les familles ne sont pas toujours des familles nombreuses, ils achètent par rapport à leur mode de consommation et par rapport à ce qu'ils aiment manger. Et cette découpe de plus en plus minutieuse a une conséquence directe sur les élevages. Plus besoin d'avoir des poulets lourds, lentement élevés. Au contraire, il vaut mieux des poulets de 50 jours, ça fait des barquettes moins chères. Et c'est plutôt ça, notre critère de choix en magasin. Le consommateur, quand il va prendre la barquette en main, il va déjà regarder le prix de la barquette, parce qu'il a un budget. Et donc, ce qui nous a amené depuis un certain temps à réduire un peu la taille des pièces qu'on met sur barquette, parce que psychologiquement, la ménagère, c'est le prix du paquet. Le prix de revient de sa viande est plutôt compétitif. 8 € du kilo. Et pourtant, il est incapable de rivaliser face à la concurrence étrangère, qui, elle, est beaucoup moins chère. Ici, en Allemagne, se tient la grande messe de l'agroalimentaire. Les professionnels du secteur affluent du monde entier. Et le poulet est l'une des vedettes de ce salon. Allez, on y va. Bruno Sibert a fait le déplacement jusqu'ici avec toute sa famille. Les successeurs de l'entreprise sont mes enfants, donc il vaut mieux intégrer tout de suite tout le monde. Ah, c'est impressionnant parce qu'on est quand même petit par rapport à tout ce monde-là. Ah oui, là, c'est les petits Gaulois. Hein. Le marché est mondial. 72 000 millions de tonnes de poulets sont consommés par an dans le monde. Et les plus gros pays producteurs sont bien décidés à rafler la mise. Bruno et sa fille Lucie
ne vont pas tarder à prendre la mesure de cette concurrence étrangère féroce. Là, on est en train de regarder nos concurrents étrangers. Toujours impressionnant. C'est un transformateur thaïlandais. C'est des gens qu'on n'a pas connus il y a des années en arrière, qui viennent aujourd'hui inonder les marchés européens avec des produits qui visuellement sont très jolis, bien présentés. C'est clair, c'est net, c'est beau. Et ils savent très vite s'adapter à nos besoins. Premier partenaire de KFC en 2008. Il s'agit là du groupe CPF, l'un des leaders mondiaux. L'appétit des Français pour la volaille ne leur a pas échappé. L'an dernier, les importations en provenance de Thaïlande ont augmenté de 55% en France. Quelques mètres plus loin, le premier exportateur mondial est lui aussi présent. C'est énorme ce qu'il faut. Le Brésil, dont la production de volaille est actuellement 12 fois plus importante que la production française. C'est une grosse coopérative, ça. Ce qu'ils vont apprendre sur ce stand va les laisser bouche bée. Nous sommes les plus gros exportateurs parce que nous avons des ressources, un savoir-faire agricole et des terres pour ça. On a beaucoup d'ambition quant à la production. On veut exporter encore plus qu'aujourd'hui. Donc notre compagnie veut doubler sa production dans les 4 ans à venir. Le fait de doubler leur production en l'espace d'un rien, c'est quand même énorme. Phénoménal. Et à côté du leader historique brésilien, à l'appétit sans fin, une nouvelle nation a elle aussi décidé de frapper un grand coup aux portes de l'Europe. Ils sont présents, comme le montre la carte là-bas, en Serbie, en Croatie, un peu partout. Ils se rapprochent de plus en plus quand même de la France, mine de rien. Venu sur le marché très récemment. Il y a 10 ans de ça, on ne voyait pas de produits ukrainiens sur le marché européen. Donc l'Ukraine s'est développée à une vitesse grand V. Leur force ? Proposer du poulet 50% à 70% moins cher que celui issu des productions françaises. L'Ukraine, futur Brésil de l'Europe. Mais alors, que valent leurs poulets? Et comment font-ils pour être aussi compétitifs? Nous avons décidé de poursuivre en Ukraine notre enquête. Dans ce pays situé aux portes de l'Union européenne, de l'autre côté de la Pologne, principale porte d'entrée de leurs poulets vers la France, et à seulement 2300 km de la capitale française. Environ 25 heures de camion. Cette ex-république soviétique est aujourd'hui le pays le plus pauvre du continent, avec un salaire moyen de 290 €. Mais la pauvreté, les bas salaires, suffisent-ils à expliquer la compétitivité ukrainienne? Rien n'est moins sûr. Sur place, nous avons retrouvé le Français Jean-Jacques Hervé. Ancien banquier d'affaires, il est l'un des artisans de cette réussite ukrainienne. Bonjour. Quelle surprise. Bien, bien, bien. Ça va? Ça va bien, ça va bien. L'homme qui est si heureux de le retrouver s'appelle Sergueï Orlach. Il est à la tête d'un des groupes leaders du poulet en Ukraine. Ce businessman a créé de toutes pièces son entreprise il y a 20 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vu dès le départ tout en grand, voire en géant. Et là-bas, c'est le séchoir, n'est-ce pas? Oui. Que vous utilisez sans gaz. Sans gaz, tout à fait. Le poulet est une céréale à deux pattes, comme on dit dans le milieu. Pour produire 1 kg de viande, il faut 1 kg 460 g très précisément de grains. Tout l'enjeu, c'est d'acheter ces céréales le moins cher possible. Les Ukrainiens l'ont bien compris. Alors ils produisent tout eux-mêmes. Voilà, du maïs qu'on va mettre dans le processus de fabrication d'aliments, du bétail. C'est évidemment un maïs non OGM. Et puis, les Ukrainiens ont un bel avantage. 40 millions d'hectares de terres agricoles, avec des sols très fertiles. D'ailleurs, on a longtemps surnommé l'Ukraine le grenier à blé de l'Europe. Sergueï Orlach a donc tout ce qu'il faut sur place. Pas besoin d'importer son soja ou son blé. Ici, nous sommes au cœur du réacteur.
Nous sommes au cœur de la production alimentaire. C'est lui qui transforme ces 65 millions de tonnes de céréales. Du coup, pas besoin de les acheter. Alors que les éleveurs français sont soumis au prix du marché, autour des 200 € la tonne d'aliments, Sergueï ne les paye lui que 90 € la tonne, à prix coûtant. Ce modèle est redoutable économiquement. C'est celui adopté par tous les géants mondiaux du poulet, comme Pan Kurczak ou MHP en Ukraine, BRF au Brésil ou encore CPF en Thaïlande. Et il n'y a pas que leur filière céréales qu'ils ont vu en grand. Sergueï Orlach nous emmène dans l'une de ses fermes à l'ouest du pays. Là encore, c'est du XXL. Son exploitation est 13 fois plus grosse qu'une exploitation française. Et le businessman possède en tout 7 sites comme celui-ci dans le pays. À lui seul, son groupe élève 14 millions de poulets par an. Pour être efficace, c'est la bonne taille pour un élevage. Comme dans les élevages industriels français, la densité est importante. 16 poulets par mètre carré. Il circule, il y a la place pour circuler. Vous voyez, vous avez des oiseaux là qui se reposent. C'est bon signe. Il n'y a pas de signe, vous voyez, d'animosité. On ne voit pas des animaux qui se battent entre eux. Mais pour le reste, ce n'est pas le royaume du bien-être animal. Pas de lumière du jour, une litière clairsemée, les derrières des animaux semblent d'ailleurs en pâtir. Et une durée de vie plus courte, 40 jours. Ça fait moins de frais, et donc un prix de revient en sortie d'élevage imbattable. La première chose, quand on s'est lancé dans le business du poulet, on s'est d'abord intéressé au marché ukrainien, qui est un marché de prix. Donc, on a choisi l'économie d'échelle du modèle industriel pour réduire les coûts. Oui, tout ceci est complexe. Même s'il y a des dépenses importantes d'investissement, de gestion de toutes ces étapes de production, cela nous permet d'avoir des coûts de production satisfaisants qui nous rendent compétitifs sur le marché ukrainien et donc sur les différents marchés mondiaux. Aujourd'hui, il exporte 65% de sa production, en partie vers l'Union européenne. Mais s'il applique les mêmes normes sanitaires, il bénéficie jusqu'au bout d'un sacré avantage sur la filière française. Nuit et jour, situé à 200 km de cette exploitation, son abattoir fonctionne à plein régime. 200 personnes travaillent ici. Et les salaires sont évidemment calqués sur les normes du pays. Nous avons un système de rémunération à la tâche. Cela va de 340 € à 590 €. Cela dépend des quantités que l'ouvrier peut produire et de l'importance de son poste dans la chaîne de production. Pour ici, en Ukraine, c'est un très bon salaire. Ce blanc de poulet ukrainien découpé est revendu 2,50 € du kilo, 5 fois moins cher qu'en France. Ça, c'est du bon filet. Main-d'œuvre bon marché, poulet de 40 jours, élevage XXL et grenier à céréales. Ce poulet ukrainien est extrêmement compétitif. Mais dans cette course au prix le plus bas, qu'est-il advenu du goût de nos volailles préférées? Nous avons acheté des barquettes de blanc de poulet issues de 3 filières différentes que nous avons déposées dans des packagings identiques. Dans la barquette bleue, un premier prix volaille française d'un leader industriel. Dans la barquette jaune, du poulet préalablement décongelé en provenance du plus gros producteur ukrainien. Dans la barquette verte, enfin, un poulet de race ancienne, élevé 6 mois en plein air et nourri aux céréales bio. Et c'est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, à Paris, dans un nouveau restaurant tendance consacré à la volaille, que nous décidons d'organiser une séance de dégustation à l'aveugle. Pour goûter ces blancs de poulet, le chef Romain Dubuisson et le critique gastronomique Emmanuel Rubin. Ok, alors, bon. Donc
on est sur des filets de volaille. Ils découvrent le bio, étiquette verte, le poulet industriel français, en bleu, et le poulet industriel ukrainien, en jaune. Nos 3 blancs de poulet sont d'abord jugés sur leur aspect. Celui-là, il n'a pas dû courir beaucoup, il est vraiment tout petit. Moi, celui-là ne m'inspire pas des masses. C'est dommage qu'il n'y ait pas les os, qui est toujours un très bel indicateur d'une belle volaille. J'ai presque envie de dire c'est le juge de paix. Il n'y a pas besoin de couteau. Dès que vous avez un poulet rôti qui a commencé à vivre un peu et à se nourrir correctement, vous allez voir qu'il y a une densité, l'os accroche et votre couteau, les chairs tiennent, et le couteau, vous commencez à faire un peu d'huile de coude et c'est bon signe. Il n'y a pas de vergéture ni même de traces de gras vraiment trop présentes. À première vue, donc, seule la taille du blanc de poulet industriel français interpelle nos juges. Pour le reste, il faut les cuisiner. Et nourrir un petit peu au beurre pour pas trop qu'il sèche pendant la cuisson. Un petit peu de thym, un petit peu de laurier, un petit peu d'ail. Voilà. Un peu d'huile dans les poêles. Dans la poêle du bas, le poulet bio. Celle du dessus, le poulet ukrainien. Et celle à droite, un poulet premier prix français. 3 poêles, mais pas 3 ambiances. Ils vont recevoir le même traitement de faveur. Et là, on voit qu'il boit. Regarde, c'est de la texture. Elle est nourrie. On va avoir peur de mettre un petit peu. Après 10 minutes de cuisson, les blancs sont bien caramélisés, prêts à être dégustés. Encore une fois, notre jury n'a aucune information quant à la provenance de ces produits. Privilège des critiques. Je coupe direct, parce qu'on a vu qu'au doigt, c'était pas fameux. Le premier à passer le test, c'est le poulet industriel français. J'ai le plaisir d'un bon beurre. Ça n'a pas vraiment de goût. Il n'y a pas trop de tenue, ça se disloque. C'est à la fois sec et tout mou. C'est un peu indéfinissable. Voilà. Je donne pas ça à des copains et je le fais encore moins payer à des clients. Allez, on va aller par taille. Par taille. Par taille. On a une certaine densité. Ça annonce un peu plus de moelleux. Le poulet ukrainien semble mieux s'en sortir, ou pas. Ça manquait de goût. C'était pas désagréable en texture, mais manque de goût. Alors est-il encore possible de manger du poulet avec du goût? C'est au tour du poulet bio de passer le test. Bah oui, moi je suis plus. Même les gens qui n'aiment pas la peau, ils la mangent, là. Mais là, je suis plus dedans. Celui-ci était pas laid comme produit, le deuxième. Non, mais, le deuxième n'était pas laid, pas indigne. C'est vrai qu'avoir les deux dans les assiettes, ça n'a strictement rien à voir. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux. Non, ça se mangeait. Ah bon. C'était ferme, c'était juteux, ça avait du goût, c'est ce qu'on attend d'un poulet. En clair, si l'on veut manger un poulet qui a du goût, il vaut mieux privilégier un poulet de qualité, élevé dans les règles de l'art. Mais ce n'est pas lui qui finit le plus souvent dans nos assiettes. 8 fois sur 10, c'est plutôt du poulet de batterie, et la moitié du temps, en provenance de l'étranger. Pourtant, quand on interroge les consommateurs... Est-ce que vous avez déjà mangé du poulet ukrainien, polonais, hollandais? Sans le savoir, peut-être. Non, je n'ai jamais mangé du poulet ukrainien ou polonais à ce que je sache. Ça me dit rien, non. Jamais. Non, jamais. Du poulet français. Quand on achète du poulet, on fait attention notamment à la provenance du produit. Je veux acheter français et en plus d'acheter français, je vais acheter petit producteur. Ils n'ont pas le souvenir d'avoir mangé du poulet venu d'ailleurs. Et c'est bien normal, car ce poulet d'importation, nous le mangeons souvent à notre insu. Pour nous en rendre compte, nous avons fait un test simple en caméra cachée à l'heure du déjeuner. Sur les sandwichs au poulet, est-ce que vous connaissez l'origine du poulet? Pas du tout. Vous n'avez pas moyen de voir d'où est-ce que ça vient? D'accord, vous savez pas du tout. Bon, vous faites pas attention, quoi. Non, faut pas attention. Poulet rôti a marqué, mais l'origine du poulet, je saurais pas vous dire. D'accord, vous savez pas. Ouais, je saurais pas vous dire. Bon, bah, c'est pas grave. Dans la plupart des points de vente à emporter,
le personnel n'a aucune idée de l'origine des produits. Est-ce que vous savez d'où vient le poulet dans les yakitori? Et parfois, plutôt que de vraiment regarder, on préfère nous mentir. Mais il me semble que c'était d'origine France. Certains nous racontent des salades. Normalement, c'est que dans la loi, maintenant, on est obligé de vendre des produits à la viande française en tout cas. Nous, ils nous demandent vraiment de la viande d'un abattoir en France. Mais parfois, à condition d'attendre le responsable, on finit par connaître la vérité. Bonjour madame, excusez-moi, je voulais savoir... Alors, il vient d'Angleterre. C'est du poulet anglais. Vous voulez quoi comme information dessus parce que c'est tout un... Batterie ou pas Ouais. Non, c'est du poulet batterie. D'accord. C'est du poulet batterie sur une vingtaine de jours, ce qui est malheureusement pas catastrophique, mais très exemplaire. Nous avons également fait nos courses en grande surface et collecté une grande quantité de produits transformés contenant du poulet. Nous nous sommes ensuite rendus chez Foodwatch, une association de consommateurs qui traque les arnaques. En petit ici, on voit, et ben voilà, il y a donc 19% de poulet et il vient d'Europe et en dehors d'Europe. En fait, on ne sait pas d'où il vient, parce qu'en fait, il pourrait venir de partout dans le monde. Donc là, c'est le type d'exemple où en fait, on n'a aucune information sur l'origine du poulet et d'où il vient. En général, petite astuce, quand la viande de poulet provient de France, c'est indiqué sur l'emballage. Mais il faut faire très attention. Là, on a un croque-monsieur qui est vendu tout prêt à faire réchauffer au micro-ondes, qui est au poulet. Et du coup, moi, le premier truc que je vois, c'était marqué « fabriqué en France ». Donc, je vois un drapeau en rouge, fabriqué en France, ça me fait confiance sur l'origine. On a bien un filet de poulet à l'intérieur, et pour trouver l'origine, il va falloir aller tout à la fin. Fabriqué en France avec de la viande de poulet d'origine Union européenne. Ce qui commence à ressembler à ce que nous on appelle une arnaque sur l'étiquette, et c'est un peu, je vous mets en avant le Made in France, alors que les composants du produit, eux, ne viennent pas vraiment de France. En France, la législation impose aux industriels d'écrire l'origine des viandes utilisées. Poulet, champignons de Paris, ricotta. Si on fabrique son produit en Italie, on n'a pas l'obligation de marquer l'origine de la viande. On ne peut pas imposer, nous, France, à l'Italie, de mettre un étiquetage pour les produits qui vendent chez nous. Plat préparé, restauration rapide, c'est donc là que se cache le poulet d'importation. Certains éleveurs de volailles ont décidé d'organiser la parade. Ils se sont lancés dans la fabrication de produits transformés en filière locale, comme ici, en Alsace. Gilles Corkel est issu d'une famille d'éleveurs. Depuis 10 ans, il s'est rajouté une autre casquette. Il transforme ses poulets en saucisses, boulettes de viande ou en tourtes. Un petit café. Ça va dans l'élevage? Sa tante et sa mère, qui travaillent encore à ses côtés, approuvent la stratégie. C'est le sens de l'histoire. Quand nos grands-parents et mon père ont commencé au milieu des années 50, c'était un petit peu de 3 vaches, 5 cochons, quelques lapins et des poules pondeuses et les premières volailles de chair, quoi. Et après, progressivement, au fil des années, ils ont arrêté les pondeuses et ils ont fait plus que de la volaille de chair. Ce qui a le plus changé, c'est les demandes des clients qui veulent des choses beaucoup plus élaborées, plus variées. Il y a 20, 30, 40 ans, on vendait du poulet entier. Aujourd'hui, ça représente 5-10% de notre chiffre, quoi, le poulet entier. Tout le reste, c'est des choses transformées. Les gens veulent des choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus variées. Si on vendait du poulet entier, on ne serait plus là. Mais alors, que contiennent ces produits devenus indispensables à nos frigos? Nous avons assisté à la fabrication de la star des ventes, la knack de volaille. Alors là, on prend comme viande uniquement de la cuisse de poulet, comme vous pouvez le voir, la cuisse de poulet désossée. C'est une viande qui n'est pas trop sèche, pas trop grasse comme vous pouvez le voir. Il y a un petit peu de gras, mais ça c'est très bon dans la charcuterie. Et nous, on désosse nos cuisses de poulet, donc on n'a pas de petites chutes, on va dire. On a uniquement de la belle viande, quoi, des beaux morceaux. Donc nous allons incorporer pour notre masse de poulet ce qui manque. Cette viande est assaisonnée d'épices et puis
Du sel de Guérande. 100% naturel, ouais. Ouais. Il n'y a pas de sel nitrite. On a décidé de complètement supprimer le sel nitrite dans toutes les charcuteries, dans le jambon également. Comme dit, nous ne mettons plus d'émulsifiants, rien du tout. Hein. Plus de nous restons conservateurs. au plus naturel, c'est-à-dire de l'épice, du sel et du sucre. Nous allons incorporer les épices et un tiers de glace. Le gras et la glace se mélangent, sinon ça se dissocierait. Une knack doit avoir du goût, doit avoir de la mâche. Et puis quand on croque dedans, ça doit faire knack, comme son nom l'indique. Et voilà, vous pouvez le voir, on a une masse bien compacte. Voilà, ça ne tombe pas en morceaux. C'est cette guimauve de poulet qui constitue la farce des saucisses. Donc ça, c'est des boyaux de mouton, tout simplement. Naturel, 100% naturel. Il y a des boyaux synthétiques, mais ça apporte pas du tout le même goût au final. Voilà. Le boyau naturel, dès qu'il y a un petit défaut, il a tendance à casser. Ici, tout est fait à la main, à l'ancienne. En moyenne, le volailler écoule 50 kg de saucisses par semaine auprès de sa clientèle. Et ce qui leur plaît particulièrement, c'est le fumage au copeaux de bois. Ça donne un bon petit goût à la knack. Après 50 minutes de cuisson, Voilà. Et donc c'est notre fameuse knack d'Alsace qui toc. en boutique, elles seront vendues 12,20 € le kilo, 2 fois plus cher que le géant du secteur. Mais celles que l'on achète en supermarché ne sont pas tout à fait pareilles. À l'intérieur de la VSM, viande séparée mécaniquement. Est-ce encore du poulet? Pour le savoir, nous les avons envoyés en laboratoire pour analyse. 2 semaines plus tard, les résultats nous parviennent. Comme chez Gilles Kurkel, il y a du gras et de la peau de poulet, mais également d'autres composants nettement moins savoureux. Des nerfs, des bouts d'os et de cartilage. Il reste même des plumes. Alors, est-ce sans risque pour notre santé? Nous sommes allés poser la question à Laurent Chevalier, médecin nutritionniste à Montpellier. Il scrute avec attention tous ces produits en rayon. C'est pas forcément dangereux en tant que tel. En termes de santé, c'est pas dangereux, mais ça correspond pas forcément à ce qu'on attend. Quand on voit 100% poulet, on imaginerait plutôt que c'est de la chair de poulet. Manger du cartilage, ça tue personne, bien entendu. D'autre part, les portions sont malgré tout assez caloriques. Il y a pas mal de sel aussi. C'est pas spontanément ce que je conseillerais. Pourtant, ces saucisses de volaille connaissent un succès grandissant. Il s'en vend chaque jour plus d'1 million. Sur cette nourriture molle, il y a une grosse demande. Les gens ne veulent plus mâcher, ils veulent manger vite, ils ont tendance à gober, alors que nous, nutritionnistes, on insiste sur l'inverse. L'importance du fait de mâcher suffisamment longtemps pour qu'il y ait aussi les signaux de satiété qui remontent au cerveau et du coup, on mange moins. On a tendance à plus avaler rapidement un produit comme ça qu'un vrai blanc de poulet. Pourtant, le nutritionniste ne rejette pas en bloc toutes les solutions proposées par l'industrie agroalimentaire pour manger sur le pouce. Alors, c'est un émincé de poulet rôti. Je vais peut-être vous surprendre, c'est un produit qui est plutôt pas mal. Donc, c'est le genre de produit qu'effectivement, on peut mettre un petit peu dans sa salade. Mais il faut faire très attention parce que tous les produits ne se valent pas. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est assez correct, mais on a d'autres qui sont très rosés, qui contiennent des nitrites, qui contiennent parfois même du gras ajouté. Donc il faut faire très très attention et bien lire les étiquettes. Que vaut le jambon de poulet star des rayons sur le plan nutritionnel? Il faut voir la composition. Au niveau calorique, c'est à peu près la même chose qu'un blanc de poulet. Pour les protéines, c'est à peu près identique. Par contre, il y a plus de sel.
Alors pour éviter l'excès de sel, le mieux est encore de faire un tour au rayon frais. L'intérêt du poulet, d'abord, c'est un apport en protéines de bonne valeur biologique. Donc à peu près pour 100 grammes, vous avez à peu près 20 grammes de protéines, ce qui est vraiment très très bien. Vous n'avez pas de sucre, pas de glucides. Souvent on nous pose la question de savoir si les poulets d'autrefois étaient meilleurs sur le plan nutritionnel que les poulets actuels. Quand on compare les tables de composition, on s'aperçoit qu'en termes de protéines, c'est à peu près la même chose. Bonne nouvelle pour notre santé, pas de différence. Mais pour la planète, c'est une autre histoire. En général, quand on parle de biodiversité, on pense à des animaux exotiques, comme les tigres ou les pandas. Pas forcément au poulet. Et pourtant, aujourd'hui, certaines races sont en grand danger, menacées de disparition. Pour éviter cela, cette scientifique de l'INRAE s'engage. Elisabeth Blébois a recréé au sous-sol de son laboratoire une sorte d'arche de Noé pour les poulets, une cryobanque. Donc c'est ici, c'est un endroit très spécial, vous allez voir. Vous avez des bonbonnes remplies d'azote et de cellules d'une très forte valeur. Elles sont conservées dans l'azote liquide. Ce baril peut permettre de refabriquer des races de poules qui ont disparu. Vous savez, à l'heure actuelle, le consommateur s'est habitué à des produits très standardisés. Et de fait, les populations animales qui sont utilisées pour faire ces produits standardisés, eh bien, ce ne sont pas les populations qui existaient par le passé et ce ne sont pas des populations très diverses. Donc, pour pouvoir maintenir un potentiel de diversité des populations et donc une capacité d'adaptation à des variations futures, eh bien, on conserve un certain nombre de leurs génomes à l'intérieur de ces cryobanques. C'est un trésor pour l'avenir. C'est un trésor pour que notre avenir puisse exister avec des animaux qui certes ont été élevés et domestiqués par l'homme, mais qui sont arrivés à une telle diversité que celle-ci pourra nous aider tous à construire un avenir convenable pour nos enfants. Aujourd'hui, faute d'être adaptée à nos systèmes de production actuels, la poule du Berry, la poule de Contres ou la gauloise dorée, ces volailles pourtant si goûteuses, ont presque complètement disparu. Mais alors peut-on encore manger facilement du poulet fermier ? Cela se pourrait bien, car il existe en France une filière que le monde entier nous envie. C'est un coq, parce qu'on voit qu'il a la crête, alors qu'une poule n'a pas de crête. C'est un poulet qui est déjà bien dodu, qui a déjà bien mangé, puis quand on le voit là, qu'il a une belle crête rouge, c'est-à-dire que là, ils sont tout heureux, ils sont en pleine forme. Et puis là, on voit c'est un bon animal, quoi. Et puis on va le poser, on va laisser courir. Jérôme Klein a repris l'exploitation Label Rouge de ses parents. À l'origine, le label a été créé en 1965 dans le sud-ouest de la France par des éleveurs qui se sont battus pour conserver et faire valoir auprès du grand public les fondamentaux de l'élevage rustique. D'abord le plein air. En Label Rouge, les poules passent toute leur journée dehors. Ce n'est pas le paradis, mais elles disposent d'au minimum 2 mètres carrés chacune. Content, ouais. Là, on les voit, ils mangent de l'herbe, on voit les premiers qui vont dans la ligne de maïs. Et on remarque qu'elles sont bien à l'air libre, qu'elles sont contentes, qu'elles vont bien, qu'elles sont en forme. Cet accès à l'extérieur est essentiel aussi pour le goût. C'est-à-dire, avant, là, il y avait plein de feuilles. Elles n'ont pas réussi à manger plus haut. Et on voit qu'en bas, il n'y a plus rien. Elles ont tout mangé. En picorant dans la nature, en l'explorant, les poules vont produire du muscle, c'est-à-dire une viande plus ferme et plus goûteuse. Là, on le voit. Là, il y avait des feuilles de maïs, là. L'été, on le voit bien. Sur les 15-20 premiers mètres, sur 50 cm de haut, il n'y a plus une seule feuille de maïs. Dans ce système, les poulets ne sont pas abattus avant 81 jours. Ça, c'est un bon poulet avec des belles cuisses où il y a à manger après, quoi. De plus en plus d'éleveurs, comme Jérôme Klein, décident d'aller plus loin dans leur démarche. Depuis 6 mois, l'agriculteur a relancé une race ancienne à croissance lente,
le cou-nu jaune. C'est des poulets encore plus rustiques que les autres. C'est des animaux aussi qui sont un petit peu plus compliqués à élever. Ils sont déjà beaucoup plus nerveux, ils sont plus compliqués, ils ne veulent pas rentrer le soir, ils sont un peu plus embêtants à rentrer. S'il n'a pas encore trouvé son rythme de croisière avec ses coups nus, il n'en reste pas moins convaincu. On ne peut pas dire que c'est l'industriel. Ça, non, ça je suis pas d'accord. C'est un bon poulet qui sera très bon à manger. Rustique. Un poulet rustique, ouais, c'est ça. Seul hic, ce poulet label rouge coûte 2,5 fois plus cher à produire qu'un poulet standard. Alors reste une seule question. Sommes-nous vraiment prêts en tant que consommateurs à payer plus cher pour une viande de qualité ?